Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce 19h. Visite d'État du président algérien au Qatar, la coopération économique sera boostée. Abdelmadjid Tebboune reçoit ce lundi les hommes d'affaires qataris. Les Marocains investissent les rues dans plus de 40 villes du royaume pour manifester contre la vie chère. À l'appel du mouvement social fin février, des manifestations sont aussi organisées à Dakhla, occupée. Exaction, démolition de maisons et poursuite de l'implantation de colonies à Al-Quds Est. Les Palestiniens manifestent en masse dans de nombreuses ONG et dénoncent la politique de l'entité sioniste. Crise russo-ukrainienne, Vladimir Poutine convoque le Conseil fédéral de sécurité alors que le président américain Joe Biden se dit prêt à rencontrer son homologue russe. Le président algérien poursuit sa visite d'État au Qatar à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Abdelmadjid Tebboune a visité ce lundi la Qatar Foundation. Elle compte 50 filiales dans les domaines de l'enregistrement, la recherche et le développement social, Education City et la bibliothèque qatari. Le président algérien a aussi reçu au siège de sa résidence à Doha plusieurs responsables d'organismes commerciaux, économiques et d'investissement, ainsi que le président du conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qataris. Un holding algéro-qatari verra le jour pour la gestion des investissements communs. منها إن شاء الله يكون زيارة للجزائر إحنا وكن يعني. On a parlé de plusieurs dossiers. Il y aura certainement une visite en Algérie. Il y a un conseil d'hommes d'affaires algéro-qatari. On espère visiter l'Algérie. Il y aura aussi la création de sociétés et d'entreprises mixtes algéro-qatari et qui seront de grande utilité. Ces entreprises auront pour mission de mettre sur pied d'autres entreprises dans tout domaine confondu. Notre but est d'atteindre un nombre important d'entreprises car l'Algérie est une grande nation avec d'énormes opportunités. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en déplacement au Qatar depuis samedi, lève le doute sur les intentions des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales. Souad Ben Batouche. Un accueil en grande pompe, un protocole chamboulé et de chaleureuses accolades, autant de signes révélateurs de l'importance des liens entre Alger et Doha à la faveur de la visite du président algérien au Qatar à l'invitation de l'émir Tamim. Au programme du premier jour de cette visite qualifiée d'exceptionnelle des entretiens entre Abdelmadjid Tebboune et son hôte, Cheikh Tamim, d'abord en tête-à-tête, puis élargi aux responsables des deux pays. L'action arabe commune et les moyens de la renforcer avec tous les défis à relever et les obstacles à confronter par la nation ont été au cœur des discussions. Au plan bilatéral, 4 accords de coopération ont été signés entre les deux pays, des accords dans les domaines judiciaires, diplomatiques, social et éducatif. À Doha, un moment fort pour la communauté algérienne établie au Qatar. Le président Abdelmadjid Tebboune, lors d'une rencontre en marge de sa visite d'État, appelle la diaspora à l'union pour mieux servir le pays. بالنسبة للجالية نتاعنا في المهجر أمنيتي الخالصة أنهم يتوحدوا ويكونوا قوة نتاع اولا ابتكار، قوه نتاع مسانده الاقتصاد نتاعهم للشعب نتاعهم، مش فقط للدوله ولا لاجهزه الدوله، وانهم يكونوا هما القاطره بالنسبه لكل الطاقات اللي موجوده هنا ولا في الولايات المتحده ولا في اوروبا ولا في غيرها. Le président algérien a aussi promis que l'Algérie poursuivra son processus démocratique avec en revanche une définition claire de la ligne de conduite à observer. الشتم ما يجيبش فايدة، يجيب العنف
وعشنا العنف اللفظي وفتنا العنف الجسدي وخلى لنا 250 ألف ضحية. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. بغيت دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدولة. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأن كان طلب تاع الشهداء. Abdelmajid Tebboune prend part demain au 6e forum des pays exportateurs de gaz. Le 7e forum sera abrité par l'Algérie l'an prochain. Et nous en parlions hier déjà. Doha donnera ce mardi le coup d'envoi du 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz dans un contexte géopolitique brûlant. L'Algérie sera représentée par le président Abdelmajid Tebboune. Khairdin Battash. La capitale du Qatar, point d'achoppement de tous les intérêts énergétiques gaziers le temps d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui siègent au Forum des pays exportateurs de gaz. Mardi à Doha, la crise russo-ukrainienne occupera beaucoup de place selon les observateurs qui s'attendent à ce que le 6e sommet du GECF cristallise malgré lui les attentes des producteurs et exportateurs de gaz naturel. Le forum est extrêmement important parce qu'il regroupe pratiquement les 11 pays les plus importants, les plus grands producteurs de gaz pratiquement. Ou ceux qui ont le plus de réserves. Ils sont 11, il y a 5 pays observateurs aussi, mais peut-être qu'ils vont rejoindre petit à petit. Et pour cause, 70% des réserves mondiales de gaz se concentrent au sous-sol des 11 pays qui forment cette alliance économique discrète, mais ô combien influente. Le Qatar, l'Iran, mais aussi l'Algérie cristallisent à la fois l'espoir et les craintes de plusieurs pays qui redoutent un scénario de rupture avec la Russie, l'autre cas d'or du GECF. S'il y a une rupture, elle va être brutale. C'est pratiquement, disons, dans les semaines ou dans les mois qui vont venir. Mais pour couvrir tous les besoins de l'Europe, c'est pratiquement impossible à court terme. Entre 30 et 40% de la consommation gazière de l'Europe vient de la Russie. Un forum sur lequel l'empreinte algérienne est de plus en plus visible. Outre la nomination de Mohamed Hamel au poste de secrétaire général en janvier dernier, l'Algérie accueillera en 2023 le prochain sommet du GECF à Alger. Retour sur le continent africain, la colère monte d'un cran au Maroc. Hier dimanche, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays contre le coût de la vie et en commémoration au mouvement de contestation dit du 20 février. Face à cette grogne sociale, le Marzem se retrouve dans une situation encore plus critique que celle d'avant. Neila Ethamouda. Rien ne va plus au Maroc. Pauvreté, chômage, inflation, disparité, injustice sociale et corruption. Autant de fléaux qui ont mené à cette grogne sociale. De Marrakech à Tanger, en passant par Casablanca et Rabat, les manifestants dénoncent le coût élevé des produits de base et du carburant. L'État s'adonne un bras de fer avec les Marocains et Marocaines et a touché leur gagne-pain. C'est pour cela, nous disons à l'État du Maroc, arrêtez la politique impopulaire qui cible les poches des Marocains. Il faut résister à la tyrannie et à la corruption, mettre en avant le slogan « Débarrassez-nous de cet État policier » et construire la démocratie sous le slogan de la dignité, de la liberté, de l'égalité et de la justice sociale. Le mouvement du 20 février doit continuer pour débarrasser notre pays de l'injustice et de la tyrannie. Il faut tendre vers la dignité et la justice sociale. Le Marzem tremble, le mécontentement est général. La colère a gagné plus de 40 villes marocaines à l'appel du Front social qui regroupe des partis d'opposition de gauche. La politique du Marzem est pointée du doigt. Les manifestants réclament le départ du gouvernement Aziz Akhanouch et de tous ses membres. Je demande la dissolution du gouvernement et du Parlement et une nouvelle constitution pour rédiger une nouvelle loi sur les partis. Le problème de notre pays est que les partis politiques sont devenus des fonds de commerce. Il est impossible de construire un État démocratique juste et fort avec des partis et des institutions minées par la corruption, la tyrannie et l'injustice. La pression de la rue ne faiblit pas. Un seul mot d'ordre, arriver à un front populaire uni.
pour renverser le Marzen et établir une démocratie et moins de corruption dans le pays. Et la colère du peuple marocain va au-delà des frontières du pays. La diaspora marocaine estime le gouvernement Arnouch comme anticonstitutionnel. Elle exige la libération inconditionnelle et immédiate des détenus d'opinion politique sans condition au préalable. إليكم البيان الرسمي لمنظمة مغاربة العالم لحقوق الإنسان حول عدم قانونية الحكومة. On vous présente le communiqué final de l'Organisation marocaine du monde des droits de l'homme. Le gouvernement marocain est jugé anticonstitutionnel suivant le texte de la Constitution de 2011. Un gouvernement qui est coupable de plusieurs chefs d'accusation, dans la privation qui touche les Marocains, la dilapidation de deniers publics, ajouté à cela le non-respect des droits de l'homme. La gestion jugée inacceptable et catastrophique des affaires du royaume, preuve en est le taux de participation aux élections qui s'établit à seulement 18% sur les 33 millions d'électeurs. Cela, sans oublier les conseillers budgétivores et inutiles en sus de ministres convaincus de détournement et de corruption, mais que la justice n'inquiète pas du tout. La gestion est si mauvaise que le Maroc dégringolait à la 121e place derrière la Palestine, la Syrie et la Libye, ce qui veut finalement tout dire. Le gouvernement a poussé des milliers de Marocains à prendre la mer pour se rendre illégalement sur l'autre rive. L'appauvrissement des populations, la disparition des richesses, à sa tête l'or et autres estimés à 50 milliards de dollars annuellement. On exige du roi du Maroc la libération immédiate et sans condition des détenus politiques et d'opinion et d'autres prisonniers affabules de dossiers infamants fabriqués par les soldats d'Abdellatif Hamouchi. Intenter des procès à tous qui sont coupables de corruption, de détournement, hommes politiques, ministres haut gradés et responsables sécuritaires. Sahara occidentale, à Dakhla, occupée plus exactement, des manifestants sahraouis ont dénoncé la répression lors de manifestations. Elle coïncide avec le 11e anniversaire du mouvement du 20 février célébré par des mobilisations massives dans plusieurs villes du royaume. Sofiane Barouti. L'indignation est à son comble au Sahara occidental occupé après l'assassinat de l'activiste Lehbib Ghreichi par les forces de répression marocaines. Dans plusieurs villes et principalement à Dakhla, les manifestants ont crié leur indignation après la torture et le crime perpétré contre ce jeune Sahraoui. Le représentant de la République arabe sahraouie démocratique à l'ONU a adressé une missive au secrétaire général déplorant la situation de violation récurrente des droits humains dans les territoires occupés. Pour rappel, toutes les missions de contrôle humanitaire ou médiatique sont interdites par l'occupation marocaine. Cet acte ignoble rappelle l'assassinat du jeune Mohsin Fikri en 2016, ce qui avait enclenché un mouvement populaire de grande ampleur dans le Rif, faisant ainsi vaciller le trône royal. Ce soulèvement populaire au Sahara occidental coïncide avec la 11e commémoration du mouvement du 20 février, qui a vu des manifestations être organisées dans plusieurs villes du royaume, de Casablanca à Marrakech, en passant par Tanger et Zagora dans le sud du pays. Les manifestations étaient principalement dirigées contre le gouvernement Aziz Arnouch, très impopulaire et accusé de la flambée des prix ainsi que de la situation socio-économique catastrophique que vivent les couches populaires marocaines, plus que jamais en crise multidimensionnelle. Pour rappel, Rabat vit une situation d'isolement diplomatique, pendant que la RASD cumule les victoires dans ce registre. Le président Ibrahim Ghali s'est rendu récemment à Bruxelles pour le sommet Union africaine-Union européenne. Il a également reçu le vice-chancelier chargé des affaires étrangères du Honduras, qui a effectué une visite dans les territoires libérés du Sahara occidental pour reconduire la reconnaissance de son pays à la RASD. L'armée de libération sahraoui, qui consacre le droit à la résistance, continue de mener les combats contre les positions des forces d'occupation royales. Le peuple du Sahara occidental, pour sa part, paraît plus que jamais déterminé à imposer son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance. Le ministère algérien des Affaires étrangères a salué le lancement du forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, initiative portée par un nombre d'ambassadeurs accrédités en Algérie, réitérant à l'occasion la position constante de l'Algérie en soutien à la cause sahraoui en tant que question de décolonisation.
Plusieurs ambassadeurs représentant différentes régions du monde ont procédé avec l'accompagnement du ministère algérien donc des Affaires étrangères au lancement de l'initiative du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui. Je vous propose d'écouter le chargé d'affaires de l'ambassade sud-africaine à Alger. Il revient sur l'initiative de soutien au combat du peuple sahraoui. 13 ambassades étaient représentées lors de la réunion, avec la participation de 39 personnalités. Nous avons exprimé pendant cette réunion notre solidarité avec le peuple et les dirigeants de la République arabe sahraoui démocratique, parce que ces derniers luttent pour leur droit à l'autodétermination. Durant la prise de parole de l'ambassadeur de la RASD, Abdelkader Taleb Omar, à l'occasion de ce forum, il s'est exprimé sur les victoires diplomatiques sahraouies au niveau international. La position sahraoui s'affermit par la force de la légalité internationale, ainsi que par l'attachement de la communauté internationale à la faire respecter, malgré les tentatives du régime marocain. Ce dernier est en dissonance par rapport au monde, et il matraque le même disque rayé, qui est devenu caduc même à l'intérieur du royaume. Ceci est donc une réussite, et le pas naturel et logique après tout cela est le fait que la RASD siège à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est donc un processus qui va de l'avant, crescendo. Hier, c'était l'Union africaine, aujourd'hui, l'Union européenne et l'Union africaine, et à l'avenir, l'Union africaine et la Ligue arabe. Et Abdelkader Taleb Omar, qui est aussi le représentant du Front Polisario, et il est revenu également sur l'échec du projet colonialiste marocain. C'est une tentative colonialiste qui, si elle exprime quelque chose, ce n'est sûrement pas la puissance de l'occupant. Mais comme le régime marocain suffoque et se réfugie dans ce qui est proscrit, interdit et foule aux pieds les convictions islamiques particulièrement et la légalité internationale en général, cela ne pourra jamais déboucher à une réussite. Les pratiques des puissances colonialistes sont connues et leur seul objectif est de faire durer l'occupation. Comme on l'a évoqué précédemment, le régime marocain récolte le contraire de ce qu'il aspirait à réaliser. La crise libyenne au menu de la 4e conférence du Parlement arabe tenue au Caire. Le président du Parlement arabe, Adel El-Assoumi, a rappelé l'importance d'une solution libo-libyenne pour mettre fin définitivement à la crise. Sohila Kilal. La nécessité de trouver une solution libo-libyenne à l'impasse politique actuelle et à la présence étrangère dans le pays a été soulignée lors de la 4e conférence du Parlement arabe tenue samedi au Caire. Le président du Parlement arabe, Adel El-Assoumi, a réaffirmé le soutien indéfectible à la légitimité libyenne, mettant l'accent sur la nécessité d'une solution purement libyenne à la crise. Présent au Caire, le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, a fait un exposé sur la situation politique et sécuritaire de son pays. Pour éviter de retomber dans la violence, la Chambre parlementaire a mis en place une commission chargée d'élaborer un plan de travail dans le cadre d'un accord libo-libyen pour la première fois depuis le début du conflit. Le document appelle à mettre en place des lois constitutionnelles et créer une commission d'experts chargée d'apporter des réformes à la Constitution qui sera par la suite soumise à un scrutin populaire afin de pouvoir organiser un double scrutin rapidement. À l'issue d'une rencontre samedi avec les membres du Haut Conseil d'État libyen, la conseillère spéciale des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, a réaffirmé dans un tweet la nécessité pour les différentes forces politiques libyennes de rechercher le plus large consensus possible grâce à un processus complet et transparent. Elle a également appelé les différentes parties à rester concentrées sur le processus électoral et maintenir le calme existant dans le pays. Et ce drame au Niger, 7 enfants ont été tués et 5 blessés par erreur lors d'une frappe aérienne de l'armée nigériane visant des groupes armés dans la région de Maradi, dans le sud du pays, près de la frontière avec le Nigeria, rappelant que la frappe a touché une région peuplée d'habitants.
Le divorce entre le Mali et la France acté sur la chaîne de télévision publique malienne. Choguel Kokala Maïga s'en est pris à la force Barkhane. Très critique envers la France, le Premier ministre malien n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il déclare qu'il n'y avait pas de honte à assumer ses erreurs en 9 ans de guerre contre le terrorisme. La situation s'est encore métastasée et a dépassé les frontières maliennes pour rejoindre le Golfe. Quand vous faites le bilan, 8 ans après, le premier objectif, détruire le terrorisme, il était résiduel en 2013, confiné au grand nord du Mali. En 2021, le terrorisme a atteint les 80% du territoire. Nous avons le deuxième objectif. À la date d'aujourd'hui, il y a des parties du territoire qui échappent au contrôle de l'autorité de l'État malien. À la date d'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de chefs terroristes ont été éliminés, personne ne l'élimine. Mais le terrorisme n'est pas contenu. La preuve, c'est que ça a métastasé, ça atteint 80% de nos territoires. C'est allé au-delà, ça atteint les autres pays. Maintenant, on parle des pays du Golfe. Quand vous faites globalement le bilan, je crois que l'échec, le mot échec, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un échec stratégique, c'est un échec politique, c'est un échec tout court. Le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, Kassoum Kambo, est décédé samedi à Paris à l'âge de 66 ans de suite d'une maladie, a annoncé la présidence dans un communiqué. Kassoum avait succédé à D. Albert Milogo en mars 2015 à la tête de la juridiction. Visite officielle de 2 jours du président turc Recep Tayyip Erdogan en République démocratique du Congo. Il était accompagné d'une importante délégation composée de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires turcs. Les questions sécuritaires et économiques au cœur des discussions entre le président turc et son homologue congolais Félix Tshisekedi. En RDC, toujours, l'Organisation des Nations Unies a annoncé que des casques bleus et des soldats congolais avaient tué 8 rebelles. Ces derniers menaient une attaque contre un convoi de civils en Ituri, dans le nord-est du pays. Une attaque repoussée selon la mission onusienne MONUSCO. Au Soudan, un Soudanais a perdu la vie dans la répression des manifestations. Les faits se sont déroulés au moment où l'émissaire de l'ONU pour les droits de l'homme a entamé une visite dans le pays. Une balle a touché un homme de 51 ans. Selon le comité central des médecins du Soudan, il s'agit d'un patient qui sortait d'une amputation et cherchait à échapper au gaz lacrymogène. Au 4e mois, nous avons toujours les mêmes revendications, à savoir un état civil, la démocratie et que les militaires ne se mêlent plus de l'économie et de la politique. Et nous voulons dire par là les dirigeants militaires et non l'institution militaire. Ce sont eux qui nous tuent. Ils ont tué 81 d'entre nous alors qu'ils n'ont perdu personne dans leur rang. Voilà dans quelle paix nous vivons. Nous avons commencé une campagne d'attrition le 25 octobre, le jour du coup de force. C'est notre 3e mois et nous allons continuer. Les exactions à l'encontre du peuple palestinien se poursuivent en Cisjordanie occupée et Al-Quds occupée, alors que la communauté internationale ne cesse de dénoncer les expansions des colonies sur les terres palestiniennes. L'entité sioniste, elle, continue de bafouer le droit international. Tinine Makassi. Le débat de l'apartheid sioniste est relancé, en particulier depuis la publication du rapport sanglant d'Amnesty International, dévoilant ainsi au monde un secret de polichinelle. La brutalité se poursuit. Des centaines de Palestiniens ont été chassés de leurs maisons. Les organisations de soutien à la Palestine indiquent que près de 660 000 colonies sionistes sont nouvellement installées, sur 145 grandes colonies et 140 avant-postes aléatoires en Cisjordanie occupée et à Al-Quds. Ces expansions illégales sont dénoncées par les Palestiniens qui ne cessent de manifester sur l'ensemble des territoires occupés.
Manifestation lâchement réprimée par l'entité sioniste et son armée. Dimanche, des dizaines de jeunes Palestiniens ont été blessés lors de violents affrontements au sein même de la ville sainte d'El-Quds. La presse palestinienne déplore également des dizaines d'arrestations. Les détentions arbitraires est notre visage de la barbarie sioniste. On compte aujourd'hui près de 4650 prisonniers politiques dans les geôles de l'entité sioniste, parmi lesquels des enfants et des femmes, mais également 500 en détention administrative. Ce dossier ne voit aucune évolution, affirment les autorités palestiniennes. Le continuum colonial se poursuit pendant que les gouvernements des pays arabes, autrefois fer de lance du soutien à la Palestine, normalisent leurs relations avec l'entité sioniste, et ce, en dépit des contestations des peuples de cette région, qui continuent à exprimer leur fraternité et soutien absolu au peuple palestinien et ses luttes. Un avion militaire s'est écrasé lundi dans la ville de Tabriz, faisant 3 morts dans le nord-ouest de l'Iran. Selon un média local, l'avion s'est écrasé sur un gymnase d'Alipur, dans la région de Monajim Bolivar. La télévision iranienne a annoncé le meurtre du pilote, de son assistant et de l'un des civils qui se trouvaient dans sa voiture lors du crash de l'avion. Iran, toujours, le Parlement iranien vient d'adopter une déclaration politique pour poser 6 conditions préalables à la signature d'un accord avec les grandes puissances et faire revivre l'accord nucléaire de 2015. Depuis plusieurs mois, Téhéran et les autres parties de l'accord participent à des pourparlers à Vienne dans le but de relancer l'entente sur le dossier, notamment après le retrait des États-Unis en 2018 sous l'administration de Donald Trump. En Europe, crise ukrainienne, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé lundi qu'il devait rencontrer jeudi à Genève son homologue américain, Antony Blinken. La rencontre est prévue le 24 février à Genève, a-t-il dit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe consacrée à la crise ukrainienne et présidée par Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken m'a appelé quelques jours plus tard et m'a dit qu'il avait lu notre document et qu'il était prêt à se rencontrer pour en discuter, pour décrire la réaction américaine et éventuellement poser quelques questions supplémentaires. À votre consentement, une telle rencontre est prévue cette semaine, le 24 février, à Genève. Et Vladimir Poutine, justement, qui annoncera sa décision aujourd'hui sur la reconnaissance de l'indépendance des 2 territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur cette crise ukrainienne. Et le président américain Joe Biden, prêt à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine à tout moment, c'est ce qu'a indiqué son chef de la diplomatie, Antony Blinken. Le secrétaire d'État a aussi réaffirmé que la voie diplomatique était encore possible. Pour ce qui est d'engager la Russie, mon travail de diplomate est de ne négliger aucune piste afin de voir si nous pouvons éviter une guerre. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour y parvenir, je le ferai. Le président Biden a indiqué très clairement qu'il était prêt à rencontrer le président Poutine à tout moment et qu'importe le format. Et toujours au sujet de ce conflit, le patron du renseignement russe FSB, Alexander Bortnikov, annonce que la Russie a détruit 2 groupes de saboteurs venus d'Ukraine et a capturé un militaire. 2 groupes de sabotage de l'armée ukrainienne ont atteint la frontière avec la Russie dans la région de Louhansk et depuis le territoire de Mariupol aujourd'hui. Ce soir, les 2 groupes de sabotage ont été détruits à la suite d'une bataille entre nos gardes-frontières soutenus par le ministère russe de la Défense. Un des militaires ukrainiens a été capturé. L'enquête est en cours. Et à la frontière russe, des civils quittent les zones séparatistes dans l'est de l'Ukraine qui ont appelé à l'évacuation générale au moment où la tension est à son comble, faisant craindre une reprise active des combats. Elena Sokela, une travailleuse sociale de 40 ans, vient de franchir la frontière russe avec son fils de 16 ans. Elle arrive de la République séparatiste de Donetsk, en guerre contre Kiev depuis 2014.
Ils nous bombardent, font peur aux enfants. Ils nous survolent. Orlivka n'est pas très loin de nous. Nous avons entendu des choses voler, frapper, exploser, s'allumer. Nous sommes très fatigués, mais nous espérons que la paix viendra, que nous reviendrons à la maison et que tout ira bien. C'est la guerre, la vraie. Je pense que pendant 8 ans, ils n'ont pas pu trouver de compromis. Et c'est pourquoi tout cela continue. Et même nous ne voyons pas encore d'issue. Et l'ambassade des États-Unis en Ukraine a renouvelé aujourd'hui son appel à ses citoyens pour qu'ils quittent immédiatement l'Ukraine. L'ambassade a déclaré dans un communiqué que la situation sécuritaire en Ukraine reste imprévisible et pourrait se détériorer sans avertissement. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les dernières évolutions sur la crise ukrainienne. Et ces images à présent qui nous viennent d'Angleterre, des routes et des champs inondés dans la région du Yorkshire, dans le nord du pays, après le passage de la tempête Franklin, la 3e en une semaine, provoquant des évacuations et des perturbations dans les transports. Santé, Covid-19, la tendance baissière se confirme en Algérie. 147 nouveaux cas de Covid-19 détectés durant les dernières 24 heures selon le bilan du ministère de la Santé. 145 guérisons sont également signalées et 8 décès à déplorer. En France, à Marseille plus exactement, comme ailleurs dans la zone B, pour les écoliers de retour de vacances, fini le masque à la récré. L'heure est au soulagement devant l'allègement des mesures sanitaires à l'école. Ma fille m'a dit un truc assez drôle ce matin, qui est un peu hors sujet, mais elle m'a dit mais c'est bizarre maintenant on n'est plus obligé de le mettre dans la cour, alors que c'est dans la cour qu'il fait froid, et à l'intérieur, en revanche, on continue à le mettre. On a galéré un peu parce que je suis obligée de les ramener des fois au travail. Et là, ils peuvent pouvoir se mélanger avec d'autres enfants, donc il n'y a pas de souci. C'est un vrai soulagement pour nous, surtout les parents qui travaillent beaucoup. Donc, écoutez, c'est très bien, tant mieux pour les petits parce que c'est relativement traumatisant quand même. Et puis enfin, on va peut-être retourner à une vie normale, voilà, sans stress et qu'ils puissent au moins profiter le maximum, quoi. Et après des semaines de protestation dans la capitale canadienne, Ottawa, par des camionneurs routiers, la police fédérale reprend le contrôle progressivement. Au moins 170 personnes ont été arrêtées ces 2 derniers jours. Une cinquantaine de véhicules remorqués et des armes ont été saisies. Je me sentais en sécurité, mais je sentais vraiment la tension. C'était un sentiment de tension très toxique, très négatif. Et en travaillant à l'hôpital, on a été touché au point de sentir le diesel dans l'hôpital. On a affaire à des patients très vulnérables. Un restaurant a été complètement fermé pendant la durée du convoi. On a fermé le premier vendredi où ils sont arrivés et on n'a toujours pas ouvert depuis. Donc c'est vraiment frustrant. L'autre restaurant est juste en bas de la rue. Il s'appelle Shawarma King, mais vous savez, nous avons dû faire face à beaucoup de rhétorique anti-masque et à beaucoup de barrages et d'altercations entre masqués et non masqués. C'était donc assez troublant. En Amérique centrale, le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a lancé la construction d'un mur de 160 km le long de la frontière de son pays avec Haïti. Selon le président Abinader, cette barrière bénéficiera aux 2 pays. Apostamos por la construcción de una verja inteligente. Nous nous engageons à construire une clôture frontalière intelligente, une clôture qui profitera aux 2 pays car elle permettra le contrôle beaucoup plus efficacement
du commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs et des producteurs agricoles. Aux États-Unis, le nouveau réseau social de Donald Trump, Truth Social, qui a entamé sa mise en ligne progressive, suscitait aujourd'hui un fort engouement, mais était miné par des problèmes techniques. L'application mobile censée être entièrement fonctionnelle d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes. La Chine accuse l'Australie de diffuser des fausses informations après des accusations de Canberra selon lesquelles un navire chinois aurait dirigé un laser vers un avion militaire australien dans un acte d'intimidation. Les relations bilatérales sont tendues depuis plusieurs années sur fond de différends commerciaux mais surtout diplomatiques, Pékin voyant d'un mauvais œil le renforcement de l'alliance entre Australiens et Américains pour contenir l'influence chinoise en Asie-Pacifique. Après vérification auprès des services chinois compétents, les informations publiées par l'Australie sont fausses. La navigation normale des navires chinois dans les eaux internationales est conforme aux lois et pratiques internationales pertinentes et est entièrement légitime. Nous demandons instamment à l'Australie de respecter les droits légitimes des navires chinois dans les zones maritimes concernées conformément au droit international et de cesser de diffuser de fausses informations concernant la Chine. Et nous allons parler de sport à présent. Pas de but ni de célébration, encore moins de victoires, mais plutôt de racisme. De plus en plus de joueurs, d'athlètes souffrent au quotidien de ce phénomène qui peut parfois pousser certains à mettre fin à leur carrière. C'est un sujet signé Faisal Saleh. Le racisme dans le sport en général et dans le football en particulier n'est pas un phénomène, mais une réalité qui se dévoile de plus en plus au grand jour. Le racisme dans le dictionnaire, idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelée race, comportement inspiré par cette idéologie. Les années passent, l'humain arrive à oublier certains souvenirs, bien que les stigmates restent à jamais gravés pour lui faire rappeler de ses batailles et ses souffrances. Dans un terrain de football, personne n'est à l'abri, quel que soit le nom, la nationalité ou le salaire par semaine. La fameuse interaction entre Patrice Evra et Luis Suarez lors du choc de 2011 entre Manchester United et Liverpool est restée dans les mémoires alors que le Français a accusé l'Uruguayen de lui avoir recensé des propos racistes. Suarez a été suspendu pendant 8 matchs et condamné à une amende de 40 000 livres. L'Euro 2020, après la défaite de l'Angleterre en finale contre l'Italie au tir au but, Marcus Rashford a été victime d'une vague de commentaires racistes. Un mur à Manchester a été tagué d'insultes et des propos racistes. Mais les habitants ont recouvert les inscriptions haineuses avec des messages d'affection et de soutien. Février 2006, Samuel Eto'o, le buteur redoutable du FC Barcelone, a subi des insultes racistes et décide de quitter le terrain à la 76e minute. Le Brésilien Dani Alves et les cris des singes. Ronaldinho en Ballon d'Or a été victime aussi. Balotelli, l'Italien en larmes. 3 joueurs de Naples, Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly et André Zombo-Anguissa ont été visés par des cris racistes à Florence lors de la rencontre entre la Fiorentina et Naples. En Ligue 1, cette semaine, le tour est arrivé à Youssef Belaïli, victime des propos racistes face à Reims. Une honte répétitive. Il ne faut pas attendre d'être victime du racisme pour s'engager. Des mots de Kylian Mbappé. Retour en Russie, mais pour parler culture, plus précisément d'un des festivals les plus importants au monde, le Festival international d'hiver des arts à Sotchi. La magie de la scène a été assurée par une pléiade de talents venus des 4 coins du globe. Amira Beja. Fondé il y a 14 ans, le Festival international des arts d'hiver de Sotchi est devenu une institution puissante dans la vie culturelle européenne. De par son inclusion dans la Ligue théâtrale internationale Route de la Soie, il figure dans le top 20 des meilleurs festivals du monde. Cette 14e édition a débuté jeudi dernier sur un ton festif, avec une pièce d'Henri Lolatchvili pour alto interprétée par Yuri Bachme et l'orchestre de chambre des solistes de Moscou.
suivi par une performance de l'un des plus grands contre-ténors du monde, qui n'est que Max Emanuele Sancic. Les spectateurs ont savouré la puissante voix du baryton italien Mattia Olivieri, qui a interprété des œuvres de Rossini et de Mozart. Le but des organisateurs du Festival international des arts divers à Sochi est de repousser les limites de l'art. Leur mission est d'offrir l'opportunité aux jeunes musiciens afin d'expérimenter les styles et les genres musicaux. Le festival durera jusqu'au 27 de ce mois. Place à présent au Zoom du 19h. Nous allons en parler dans ce Zoom de jeux d'échecs. Il y a à peu près un mois, nous accueillons le maître algérien des jeux d'échecs, Lies Yalla, avait en son départ à Cuba une grande manifestation d'échecs simultanée à La Havane, donc à Cuba. Maître Lies Yalla, bonsoir. Alors, vous êtes parti donc à Cuba pour votre préparation pour une tentative de battre un record du monde. Nous y reviendrons bien sûr après. Mais d'abord, revenons sur cette compétition à La Havane. Vous avez gagné plusieurs parties et même battu un record cubain. En effet. Donc, la grande simultanée a eu lieu le 26 janvier. Elle a débuté à 10h55. Et a pris fin à 20h27, soit 9h30 minutes de jeu. Donc j'ai joué face à 169 joueurs, un nombre symbolique puisqu'il coïncide au 169e anniversaire de la naissance du héros national cubain José Martí. Donc durant cette simultanée, j'ai réalisé 154 victoires, 7 nuls et 8 défaites, soit un rendement de 93,20%. Très bien, donc vous n'êtes pas revenu les mains vides, on va dire. Je vois sur la table justement plusieurs trophées que vous avez apportés avec vous, justement. Oui. Justement, donc, cette simultanée, donc, avec cette victoire, ce rendement de 154 victoires, comme je l'ai dit, efface du coup le record qui a été détenu par le grand maître cubain, Leonie Dominguez, vieux de 18 ans. Très bien. Et donc c'est un nouveau record national cubain qui a été réalisé, un exploit pour moi et pour mon pays. Très bien. Donc, alors, Maître Yalla, je le disais au début de cette étape, Cuba entre dans le cadre de votre préparation pour battre un record du monde. Tout à fait. C'est une étape, à l'instar des 11 autres étapes qui m'attendent. C'est des étapes de préparation et à chaque fois, normalement, le nombre de joueurs va augmenter en crescendo. Voilà. Et la prochaine étape, elle va avoir lieu le 25 mars à Antananarivo, à Madagascar. D'accord. Donc, j'imagine que beaucoup de moyens sont nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et pour cela, le ministère de la Jeunesse et des Sports vous soutient dans ce périple, on va dire. Oui, je réitère mes remerciements incommensurables à l'adresse du ministère et à monsieur le ministre Abdelrazak Zbgak, qui ont veillé justement à ce que cette manifestation ait lieu. Et j'espère que cette aide va aller dans le sens escompté de ma part, c'est-à-dire que les responsables du cadre du ministère vont m'aider en ce sens. Il vous reste combien d'étapes avant d'essayer de battre votre record? Il reste, donc, comme je l'ai dit initialement, il reste encore 11 étapes. Celle qui vient après Madagascar, le 20 mai, ce sera à Jakarta, en Indonésie, et entre le 26 et le 31 juillet, à Seattle, à Washington. Alors voilà, donc il vous suffira de battre ces records et de revenir nous voir pour en parler plus en détail. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Maître Lies Yalla, pour toutes ces informations. Et comme la dernière fois, donc, je vous souhaite bonne chance pour le reste de votre préparation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Ziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain, 19h.